Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Limby Lobé, le président de la plateforme politique dénommée Kaoftal, est de retour sur les plateaux de télévision. Limby Lobé était l'invité d'une émission présentée par la chaîne de télévision LTM. Au cours de cette émission, il a fait savoir que Maurice Kamto n'a jamais contribué pour ses soins. Abel Limby Lobé se porte mieux, il a gardé sa verve d'antan. Suivons maintenant Limby Lobé dans ses analyses sur le plateau de LTM. Suivons. C'est avec un réel plaisir, un grand dénouement davantage que nous retrouvons le consultant de tout au clair, Abel Limby Lobé, homme politique, davantage le promoteur de la plateforme Kaoftal. Et ce soir, avec cet acteur politique, nous ferons le tour de l'actualité au Cameroun. Nous parlerons notamment de son agression, de la levée de boucliers sécuritaires autour du domicile du professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Nous évoquerons également les récentes élections régionales. Nous parlerons davantage de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mais bien plus. Nous pourrons peut-être, si le temps nous le permet, évoquer également la session parlementaire du mois de novembre, une session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'exercice 2021. Des questions et bien d'autres seront donc posées sans tambour ni trompette, sans également égard à l'endroit de cet homme qui, semble-t-il, n'a pas sa langue dans sa poche. Et avec lui, nous ferons le débat. Vous le savez, le débat se veut être interactif. Nous attendons vos contributions via le 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26 ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et nous ferons l'émission avec vous ce soir. Je rappelle, c'est une édition spéciale consacrée au comeback d'Abel Limby Lobé, homme politique mais par ailleurs consultant de tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que ce monsieur reprend la parole dans le cadre de ce programme. Abel Limby Lobé, bonsoir. Bonsoir Frédéric et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ces moments difficiles. Il m'a été donné plusieurs fois pendant que la vie politique allait dans une dérive très difficile à décrire et sans pareil dans l'histoire du pays, de demander que certaines bouches se taisent. Et malheureusement, c'est la mienne qui a failli se taire. Parce que l'insécurité grandissante dans la ville de Douala a fait en sorte que j'étais pratiquement sur le point de me taire. Mais on va y revenir tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Voilà. C'est un réel plaisir. On voit tout fringant, tout oui, ça, cette affaire m'a imposé à peu près bientôt 2 semaines, un peu plus de 2 semaines d'ailleurs, de repos. Je n'ai pas travaillé et je n'ai pas lu parce que beaucoup de mes documents ont été emportés. C'est d'ailleurs l'occasion ici de supplier le premier président de la Cour suprême de bien vouloir, si c'est possible, faire en sorte que j'ai de nouveau un exemplaire de son discours de 2019, qui était une espèce de Bible pour nous, parce que c'est dans ce discours que le premier président parle des mesures dans le champ des on en parlera ce soir avec de tous ces sujets, ces points qui davantage retiennent à l'attention pour ce qui est de l'actualité. Si vous le permettez, Abel, revenons sur cette agression. Comment est-ce qu'on devrait la qualifier aujourd'hui? Tentative d'assassinat sur Abel Limby Lobé ou crime crapuleux? Crime crapuleux, rien d'autre. Pourquoi? Parce que j'allais à Yaoundé, je ne pense pas que les gens savaient. D'habitude, quand je vais, c'est quand je suis déjà à Yaoundé que je publie quelque chose concernant l'émission que je dois faire. Ça, c'est d'un. De deux, je ne pense pas que ces crapuleux étaient si outillés au point de savoir que ce sera à 3h30 du matin que je serai dehors.
Et troisièmement, j'ai vu des gens qui sont passés à très vive allure quand j'étais déjà en route pour attendre un taxi. Je crois du fond de mon cœur qu'ils passaient. Mais ils étaient 3 sur la moto, ce qui était un comportement de délinquance. Est-ce que vous retrouvez dans une formation hospitalière? Oui, la garnison, c'est ça. Alors, là-bas également, pas mal de choses se disent. Vous avez obtenu le soutien de pas mal de personnes, notamment des Camerounais de tous les bords. Parmi ces acteurs-là, ou ces Camerounais-là, des acteurs politiques, quelles sont les personnes qui vous ont accompagné sur ce plan-là, très succinctement? Il y a à peu près 150 à 200 personnes qui sont venues en moins de 5 jours à mon chevet. Et sans compter ceux qui ont téléphoné avec insistance et qui n'ont eu de répit que lorsque j'ai pu moi-même leur répondre au téléphone. Dieu seul sait que beaucoup de nos compatriotes ont été affligés. Et je leur dois beaucoup d'être venus à mon chevet sur tous les plans. Ce n'est pas la peine de les citer, mais il y avait des hommes politiques du pouvoir, il y avait les hommes politiques de l'opposition, il y avait tous les camarades de lutte, les dirigeants des partis politiques de l'opposition, je n'ose pas les citer. Alors, mais puisque vous les évoquez plus communs qui sont familiers. vous évoquez la question de ces hommes politiques, Maurice Kamto a-t-il contribué ou a participé aux frais d'hospitalisation? Non. Pendant votre période à l'hôpital? Non, pas du tout. Qu'en est-il alors exactement? C'est de la spéculation. Il y a tout un audio qui a circulé dans les réseaux sociaux. Oui. Et d'ailleurs, on a pu voir des articles de presse être écrits disant que vous reconnaissez que Maurice Kamto a payé vos frais d'hospitalisation. Non. Voici ce qu'il y a. Quelqu'un m'écrit d'Australie, je pense, hein, ça doit être un plus 60 heures, et il m'envoie un document de Express de Western Union, où il a barré son nom, où il a barré le montant d'argent, où il a barré le numéro de transfert. Dans un premier temps, je ne prends pas ça comme une blague de mauvais goût. Donc je lui réponds, mais votre document est inexploitable. Il me réenvoie le même document dans le même état. Et je ne réponds donc plus. Puis, quand je suis déjà sorti de l'hôpital, je suis à la maison, il m'appelle au téléphone. Ce même numéro-là, qui m'écrivait, il m'appelle par WhatsApp. Et il me dit, je vous ai envoyé un voice, est-ce que vous avez écouté ça? Je dis non, ok, je vais écouter. Puis la conversation est coupée et puis j'écoute donc le voice. Il me dit dans le voice, mais je ne savais pas que tu es aussi idiot. Tu parles de Monsieur Kamto le matin, à midi, le soir, et tu veux que les Bamileke te donnent leur argent. Moi, je suis un Bamileke, et tu crois que je peux te donner de mon argent? Je suis un Bamileke, il faut faire attention, hein? Je suis un Bamileke, et il coupe. Alors je lui fais un voice pour lui dire, mais ton imbécilité t'a déterminé à m'envoyer vous n'avez pas perdu de votre verbe. voilà, un Express Union, un Western Union qui n'en est pas un et tout le monde peut le constater. Mais sache donc que M. Kamto m'a envoyé une lettre de compassion publique. Et je crois que c'est vrai. M. Kamto ne m'a pas envoyé de lettre. Personne n'est venu à mon chevet me remettre un courrier de M. Kamto. Mais les gens m'ont dit qu'il a écrit sur, je crois, Twitter, quelque chose comme ça. Et sur sa page Facebook. Et c'était une lettre publique dans les réseaux sociaux, mais qui m'était destinée à, si je m'en tiens au terme même de la lettre, il exprimait sa compassion. Et j'ai dit donc à ce voyou qui m'a appelé comme ça, vous voyez très bien que c'est un voyou. Non, on ne peut pas tenir ce propos. Vous voyez donc que ce monsieur qui m'appelle là, je lui réponds, non, mais quand lui m'a envoyé une lettre de compassion. Et en tant que contribuable, comme vous, comme tous les autres, puisque j'ai été soigné dans un hôpital militaire, financé par le contribuable camerounais, tous les Camerounais ont contribué à la prise en charge
d'une certaine manière de ses frais de santé. À l'exception de cela, je n'ai rien reçu de M. Kamto. M. Kamto ne vous a rien donné. Bon. Et puis, cette polémique m'a beaucoup amusé parce que M. Kamto a certainement dû la voir. Mais pourquoi il s'est tu? Il aurait dû lui-même dire à ses sbires qui prétendent agir de manière désordonnée maintenant en son nom que mais je n'ai pas envoyé de l'argent à Elimbi. Sauf qu'ils n'y sont pas encore. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr qu'ils ne seront pas là-dedans. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore dans l'utilisation du crime politique dans notre pays. C'est tant mieux. Mais j'ai peur. Parce que la facilité avec laquelle les gens ont un discours qui légitime les dérapages de cet ordre-là, finit par avoir un impact même sur la sécurité civile la plus banale. Nous devons avoir la capacité à nous mettre tous d'un même côté et dire ça c'est inacceptable. Or, depuis qu'il y a l'affaire du Nozo, on n'est pas du même côté. Vous trouvez des gens qui viennent vous expliquer pourquoi on décapite les gens. J'explique pourquoi on tue une Toumazan. Quelle est cette outrecuidance qui n'a pas d'égal dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi on est comme ça dans notre pays? Donc, les forces de défense sont déployées. Elles devaient être déployées. Le président a eu du doigté à les déployer. Nous devons continuer à le soutenir. Parce que c'est l'armée qui doit gagner. C'est elle qui doit créer les conditions pour que personne n'ait plus jamais à l'esprit l'idée de prendre les armes pour faire quoi que ce soit. Même pas pour commettre des crimes crapuleux. Donc l'armée est en train de faire du bon travail. Elle doit persévérer. Et nous tous, nous devons persévérer. L'histoire de l'humanité partout nous montre que dans ce type de situation, les conflits ont souvent duré. Mais l'armée en Colombie a gagné. L'armée en Russie, avec la crise des Tchétchènes, c'est la Russie qui a gagné. Est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle dans le nord-ouest, le sud-est, à celle du Tigré en Éthiopie, où davantage le Premier ministre est resté formel, pourtant c'est un prix Nobel de la paix, l'armée seule doit résoudre la crise qui a davantage fait fuir les populations dans le Tigré. Il faut demander à mon ami Philippe Nangaï et Max, Similien Gombe, je les salue en passant, ils sont venus me voir à l'hôpital. Et j'ai dit à Maximilien, mais tu parles des droits de l'homme, dis à tes agresseurs là, parce que tu les défends, quand on les arrête, on les garde, tu dis, oh, on les a gardés, on a pétiné les droits de l'homme. Dis-leur que j'ai le droit de sortir à 3 h du matin, qu'ils me laissent tranquille. Et on a ri, elle allait en voyage au Congo, elle m'a promis de revenir me voir dès qu'elle va rentrer, je l'attends. Pour lui montrer les limites de ce type d'incantation. L'armée est en train de faire son travail, qui est d'ailleurs un travail très difficile. Elle doit préserver les vies, même celles des malfaiteurs, parce qu'il faut pouvoir les exploiter, etc., etc. Mais il n'y a pas pire que ce discours contre l'armée. Un discours démoralisateur, qui démobilise, qui a pour but de ne pas lui transmettre l'énergie dont elle a besoin pour faire régner l'état de droit. Tous ceux qui, d'un moment à quelques moments que ce soit, ont tenu ce discours ambigu qu'ils croyaient politiquement correct, qu'ils croient à la mode, de dire l'armée doit rentrer. Allez donc voir ce qui se passe au Tigre, en Éthiopie. Vous voyez, l'Éthiopie est une fédération. Ça n'a pas empêché que les Tigréens qui gouvernent l'Éthiopie depuis. Parce que cette fois-ci, le Premier ministre n'est pas tigréen, demande à quitter. Pendant ce temps, les gens nous disent ici que oh, la situation du Cameroun ne peut être résolue que si on fait une marche en arrière pour aller dans un fédéralisme. Qui? Le vœu communautaire, Kabal, Libye et consort. Personne ne comprend ce que ça veut dire.
Qui le veut fédéralisme à 10 États? Il y a même Jean-Jacques Kekindi qui a écrit sa part de fédéralisme où il disait qu'il faut 10 régions souveraines. Vous voyez tout ça? Ce n'est pas de la bêtise intellectuelle. Nous sommes donc dans un État unitaire. Et vous avez des gens qui ont des velléités sécessionnistes. Et les gens veulent nous faire croire que c'est la fédération qui va résoudre cette affaire. Alors qu'ils ont le Nigeria à côté, où il y a eu une tentative de sécession alors que c'était une fédération. J'aime beaucoup l'exemple de l'Éthiopie. Elle vient, cet exemple autant pour moi, vient nous montrer que les orientations politiques des acteurs politiques, il y en a qui sont manifestement malsaines. C'est de ça qu'il est question. Les Tigréens là, ils veulent quitter pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pris la gouvernance de l'Éthiopie qui n'est pas tigréen. Alors qu'ils viennent de gouverner. Ils sont au gouvernement depuis, y compris dans les coups d'État et tout ça. Le Premier ministre, qui est prix Nobel de la paix, ne s'est pas embarrassé de quelques commodités, hein, des prêcheurs, des bonimenteurs, qui prêchent sur tous les plateaux les droits de l'homme. Il a déployé l'armée pour garantir l'intégrité territoriale. L'objectif de mobiliser ce parti politique qui n'a pas changé même quand il est arrivé au pouvoir, le Front de libération du Tigré. Vous voyez le nom d'un parti politique? Il est parti de... Vous voyez ça? Vous voyez des Éthiopiens dissoudre ce parti. Pendant ce temps, les gens ici disent « Oh, il faut que l'armée rentre dans les casernes. » Il pleut et vous demandez aux gens qui sont sous la pluie, qui ont ouvert le parapluie, de fermer le parapluie. Comme ça, la pluie les mouille. Non, l'armée restera déployée. Et l'armée a fait du bon travail. Parce que vous avez vu que les maîtres chanteurs qui voulaient utiliser la chenille que certains veulent installer là-bas au nord-ouest et au sud-ouest pour justifier leur déboire politique, le SDF, le MRC et consorts qui perdaient tout. Le SDF fait partie de 70 communes. Ah, moins de 20 aujourd'hui dans tout le Cameroun. Au lieu de dire aux gens, je ne me porte pas bien, il faut que j'aille réfléchir. Il y a la guerre au Nozo. Pourtant, il a 2 députés au Nozo. De toutes les façons. Il n'a plus de députés au sud-ouest, il a 2 députés au nord-ouest. Alors qu'il en avait 13. Le contexte du Tigré et du c'est exactement la même chose. Peut être différent. C'est exactement. Vous allez passer toute votre vie à chercher les différences entre les contextes. Mais qui vous a dit que les contextes doivent être identiques pour qu'on construise nos raisonnements? Alors, il y a que au nord-ouest et au sud-ouest, il y a une proposition qui a été faite pour davantage peut-être apporter une piste de solution, notamment ce statut spécial. Les acteurs politiques estiment que le contenu reste vide et on est très loin de pouvoir vivre ce statut spécial dans les 2 régions en crise aujourd'hui. Alors, ce que je constate depuis, c'est que les professionnels de la péroraison creuse, c'est parti de l'opposition qui, dès que Moutomé touche le micro, on a critiqué. Ça s'est poussé, on critique. Il s'élève, on critique. La critique est devenue la raison pour laquelle on existe. C'est faux. L'opposition, sa raison, ce n'est pas de critiquer. Sa raison d'exister, c'est de mettre en œuvre une autre vision alternative. Et dans le cas du Cameroun, susciter l'avènement des nouveaux comportements de gouvernement. C'est ça l'opposition. Ces professionnels dont, quand je les écoute, pour beaucoup n'ont même pas lu les textes dont ils parlent. Parce que les gens viennent sur les plateaux, ne connaissent pas leur confort intellectuel. Vous entendez seulement responsable de président de ci, président de ça. On ne sait pas. Tu as étudié où? Personne ne sait. Tu as quel diplôme? Personne ne sait. Quels sont ceux qui t'ont enseigné? Personne ne sait. Vous voyez des gens arriver ici, ils critiquent, ils sont incapables de faire une phrase passée correcte. C'est eux qui ont les micros. C'est eux qui sont à la une.
C'est-à-dire qu'ils intoxiquent la nation. Ah ben, mais est-ce que le statut spécial... Le statut spécial, il a un contenu qui ne peut être mis en œuvre que si les élections régionales avaient lieu. Elles ont eu lieu aujourd'hui. Nous attendons donc que maintenant, vous avez dit mardi le 22, session de plein droit, les exécutifs régionaux vont donc être mis en place. Avec les spécificités que la loi a consacré, le Code général des collectivités territoriales a consacré aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les House of Chiefs, le médiateur, et autres. Tout ça ne peut être mis en place que si les élections avaient lieu. Tous ceux qui ont voulu jouer avec l'organisation des élections ont mordu la poussière. Et c'est bien comme cela. Parce que les élections sont des impératifs. Dans tous les pays du monde, y compris les plus développés et les plus démocratiques. Vous connaissez un seul jour aux États-Unis, on a renvoyé les élections parce qu'il y avait la guerre de sécession. On a fait les élections. En Angleterre, les premiers ministres se sont succédés alors qu'il y avait la guerre d'Irlande. En Espagne, les gens continuent à faire le désordre en Espagne et on fait les élections. Il n'y a qu'au Cameroun où des gens qui veulent qu'on dise qu'ils sont des acteurs politiques sérieux viennent vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des élections. Pour que les gens restent donc dans des situations d'illégalité, dans les situations d'illégitimité, et qui détiennent des mandats qui sont terminés, des imbroglios de cette sorte. Alors, au-delà de ce statut spécial, y a-t-il une autre option qui peut être mise en route pour peut-être donner une lueur, un espoir pour la fin des hostilités dans le nord-ouest du Cameroun? Et vous faites bien de me poser cette question. Parce que nous avons fini le cycle électoral. Et toutes les institutions prévues par la décentralisation vont maintenant être mises en œuvre. Et c'est bien comme ça. Je voudrais féliciter de tout mon cœur tous ceux qui ont mis leur poids sur la balance pour que les élections se tiennent. C'est nous qui avons raison. Nous sommes dans l'axe du bien. Tous les autres, là, les Maurice Kamto et autres, ils sont dans l'axe du mal. Les gens qui vous disent qu'on ne doit pas faire les élections. Maintenant que nous allons donc avoir les conseils régionaux, et je prends acte, je félicite les électeurs au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont défié les terroristes, qui sont sortis, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur job, ils ont pris leur part dans la lutte. C'est de ça qu'il est question. Ils ne savent pas utiliser les armes. Ils ont leur courage et leur attachement à la République. Ils ont fait montre de cet attachement-là, en décidant, vaille que vaille, contre vents et marées, d'aller voter. Et ils sont partis voter, et le ciel n'est pas tombé. C'est quoi l'option que vous proposez avec? Maintenant, nous devons penser au président Biya. Deux choses. Pourquoi président Biya tout de suite? Parce que c'est ça. L'élection a lieu en 2025. Bien sûr que dans 5 ans. Bien sûr, à peu près 4 ans. Bien sûr que c'est demain. Nous sommes en 2021. Bien sûr que c'est demain. Trois choses. Premièrement, nous devons tous, comme un seul homme, laisser le président Biya gouverner tranquillement. Son mandat du 7 ans, il est qu'à sa deuxième année. Nous devons le laisser gouverner tranquillement. Laissez-le implémenter sa politique. La Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Le président est entré dans la sphère des gens que la société doit protéger. Il est déjà dans cette sphère-là. Nous devons lui garantir une sérénité pour que la fin de règne ne soit pas chaotique, comme celle du président Ahidjo a été. Nous devons conjurer les fins de règne chaotiques dans notre pays pour que les gens qui gouvernent sachent que la vie après le palais peut être une vie agréable. Deuxième proposition. Deuxième chose. Comme le président doit donc gouverner, et que le président, de toute évidence, est fatigué, le soleil peut se coucher à tout moment. La
Biya doit être pensé maintenant pour que l'après-Paul Biya participe à la résolution de la crise anglophone. Nous ne devons pas gérer l'après-Paul Biya comme s'il n'y avait pas de crise anglophone. Or, la substance de la crise anglophone, c'est qu'ils veulent arriver au pouvoir. Et ils ont raison. Le Cameroun a été fait par nous deux. Nous, les francophones, et eux, les anglophones. Si on avait dit à Foncha en 61 que comme tu as entendu nos prédécesseurs. Donc, l'autre option? Donc, comme Foncha est venu dans la République, les anglophones existent, Moutoumé. Ils existent. Donc, ils ne vont pas devenir autre chose. Ils faire quoi avec les anglophones? Comme ils existent, j'ai l'habitude de le dire aussi pour les autochtones. Vous êtes dans le littoral, sachez que les autochtones du littoral existent. Les anglophones existent. Il est temps qu'on leur donne le pouvoir. C'est ça qui est l'acte ultime qui va participer au traitement de cette affaire. Il sera toujours difficile à comprendre, que ce soit les présidents, les premiers ministres, les ministres francophones qui disent aux anglophones le Cameroun est un et indivisible. Laissons les anglophones dire aux anglophones que le Cameroun est un et indivisible. Laissons qu'ils le fassent. Or, nous sommes dans un état de droit. Nous nous battons pour le construire d'année en année. Il est un état démocratique. Donc nous nous battons pour renforcer cette démocratie. La démocratie ne doit pas être la loi du nombre. Nous les francophones, nous sommes manifestement les plus nombreux. Si on ne fait qu'un homme, une voix, alors le repli identitaire va favoriser que les anglophones n'arrivent jamais au pouvoir. Mais pourtant, il faudrait... Nous devons donc organiser notre démocratie. Comme le Nigeria. Le Nigeria a organisé tacitement sa démocratie pour avoir une espèce de rotation entre nord et sud, chrétiens et musulmans. Nous devons penser à ça, à organiser notre démocratie, comme les Américains ont fait tout ce qu'il fallait, vaille que vaille, coûte que coûte, pour qu'un noir arrive au pouvoir, pour que cela participe à la résolution de la question du racisme. Vous allez avoir bientôt, avec Biden, un secrétaire d'État à la défense qui est noir. Qui est noir. On n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. C'est le fruit de l'arrivée d'Obama et des gens comme les Colin Powell au sommet des pyramides politiques. Nous devons donc nous organiser dès à présent pour qu'en 2025, je suis de ceux qui prient que le président arrive, termine son mandat, qu'il mette tout son poids sur la balance pour mettre autant faire ce peu en application tout ce dont il a rêvé pour notre pays. Et comme en 2025, de toutes les manières, la force des choses sera telle que nous devons envisager que le RDPC aura un autre candidat. Eh bien, nous francophones de tous les partis, y compris à l'intérieur du RDPC, organisons-nous pour que le candidat de l'opposition, dans le cadre de la dynamique unitaire, celle sans laquelle on ne pourra jamais battre le RDPC, que ce soit un candidat de large consensus anglophone. Si on ne le prend pas dans les rangs du SDF, on peut le prendre ailleurs. D'accord. Et alors, on l'investit. Merci beaucoup. Lorsqu'on ira aux élections avec deux grands candidats de l'opposition anglophone, du parti au pouvoir anglophone, nous augmenterons, et de toute bonne foi, les perspectives de l'avènement d'un anglophone au pouvoir. Merci beaucoup à vous, Abel Libéraux, sur cette nous question. aussi, on devient des premiers ministres sans portefeuille. On va sortir de cette émission. Ce sont les anglophones qui sont des premiers ministres qui ne peuvent enlever personne au gouvernement. On va sortir. Nous aussi, on charge. S'il vous plaît. On prend leur place avec et la ils prennent question. d'autres. On va sortir avec la question de l'opposition au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez évoqué que l'opposition n'est pas là simplement. On va
peut-être évoquer... Mais monsieur, parlez. On va peut-être évoquer la question de l'opposition au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure, dans le cadre de cette émission, que l'opposition n'est pas là simplement pour critiquer, elle est également pour apporter des propositions. Non, je ne parle pas en termes de proposition. Elle est là pour mettre en place, gagner les élections et mettre en place un nouvel ordre politique. Est-ce que vous croyez véritablement que l'opposition camerounaise est malade ou alors simplement elle s'est laissée phagocyter par le régime en place? Mais c'est cette phagocytose qui est la maladie de l'opposition. Elle ne s'est pas laissée phagocyter par le régime en place. Non, le régime en place nous a dépassés. Le régime en place nous a dépassés. Il nous bat aux élections. Oui. Hier, les gens péroraient là, ouais, le code électoral, Aujourd'hui, quand tu vois même le visage de ces gens qui parlent du code électoral, tu vois qu'ils ne sont pas sérieux. Pourquoi vous pensez qu'ils ne sont pas sérieux? Ils sont davantage plus sérieux puisqu'ils sont écoutés par une bonne partie de la population qui estime que le code n'est pas du tout bon. Non. Ils ne sont pas écoutés par une partie de la population. Ils énervent une grande partie du corps. Comment vous pouvez penser qu'ils énervent une grande partie de la population? Ils sont incapables d'avoir des... Et tu vois les élections régionales? Tu as vu comment elles ont... C'est une élection indirecte. On ne peut pas la comparer à une élection directe où on mobilise le plus grand nombre de population. Laisse-moi terminer. C'est une élection qui vient clarifier la structuration de la vie politique. Maintenant, c'est l'UNDP qui est la deuxième force politique au Cameroun. C'est l'UNDP. Elle a des maires, elle a des députés, elle a des sénateurs, elle a une région. Vous croyez que c'est maigre? Je peux dire que la stratégie régionale de l'UNDP a payé. Au lieu de se disperser partout, être incapable d'avoir véritablement un parti national, l'UNDP humblement a choisi de se concentrer dans le Grand Nord. Ça vient de payer. Dans la Damawa, sur 4 départements ou 5 départements, l'UNDP a gagné 4. Alors, sauf que ça fait un parti régional dans cette configuration. Mais quand vous voyez les partis... du coup, ça ne donne pas ça donne pas la force de pouvoir aller en compétition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, face au RDPC. Mais on juge le maçon au pied du mur et il construit la maison en posant pierre après pierre. Maintenant que l'UNDP a gagné une région, elle va s'organiser pour gagner une deuxième région, conserver la première et puis peut-être gagner le Nord. Il faut encore attendre 5 ans. Bien sûr. Mais l'UNDP, elle est partie pour être éternelle. C'est vrai, la vie des partis politiques, il arrive souvent qu'ils disparaissent. Mais le parti là, d'autres personnes conduiront l'UNDP et ils auront pour ambition de gagner l'extrême Nord. Petit à petit. Nous avons eu ici un angélisme béat développé par des gens qui manifestement n'avaient pas la capacité à mettre en place des partis nationaux. Ils prétendent avoir des partis nationaux, mais ils sont les plus tribalistes à l'intérieur du parti. C'est que le cas du SDA avec les gens comme les Nietzsche et consorts. C'est un parti qui est en plein essor aujourd'hui, en pleine renaissance, on va le dire ainsi. Il a programmé, non, le SDF, il a programmé, il fait partie de l'opposition, il a programmé pour les jours à venir une session ordinaire de son NEC, le Comité national exécutif, pour justement réfléchir autour de la crise qui mine le SDF, mais au-delà de cela, voir également la situation sociopolitique du Cameroun. Vraiment, vous avez une... Comment on appelle ça en français? Vous voulez pas croire que le SDF peut renaître de ses cendres? Le Charlie Hebdo, là, qu'est-ce qu'il faisait? La caricature. Vous avez une caricature extrêmement caustique. Pourquoi vous pensez qu'elle soit caustique? Ils ont organisé le NEC. Ils vont organiser, c'est le 12 prochain. C'est ça la Renaissance. Ils ont parlé de Renaissance. Vous pouvez compter le nombre de NEC extraordinaires qui ont été organisés et le parti. Il s'agit d'enlever les gens. Pourquoi les gens comme les Nietzsche, pourquoi devrait-on les enlever? Ce sont les hommes qui ont fait ce parti-là. Je dis qu'ils doivent, parce qu'ils ont atteint leurs limites. C'est entre leurs mains que le parti périclite. C'est entre leurs mains que le parti est en train de mourir.
Comment pensez-vous que ces gens entre les mains de qui le parti meurt, desquels le parti meurt, sont ceux qui vont lui redonner une nouvelle dynamique? C'est pourquoi Einstein disait qu'il n'y a que les fous pour penser qu'en faisant les mêmes choses, on peut avoir des résultats différents. Mais attendez, si vous versez l'eau sur ce tapis, il va se mouiller. Vous ne pouvez pas continuer à verser l'eau sur le tapis et croire qu'il va sécher. Les mêmes ont amené le SDF dans une situation de délitement. C'est vous qui le dites, Abel Limbilobé. Les mêmes ont délité l'UPC. Vous croyez que si vous prenez pas les gars, les Baport, Lipor et tous ces gens-là, ils vont vous redonner une UPC fiable? Mais pourtant, ils ont l'ambition de donner une UPC renaissante, forte, dynamique et même conquérante. Sauf si la physique que j'ai étudiée à l'école n'est plus vraie. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce sont ces gens qui sont la cause de ce délitement. Tant qu'ils sont là, les partis là ne peuvent que mourir. Moi, je suis en attente. Mon nombril est là-bas. J'attends quand il sera couché au tôle. Et tous vont partir. Vous avez vu la saignée? Donc vous sont tous partis au MRC. Vous nous dites que... Vous êtes prêt? mon ami Non, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire que vous êtes prêt à retourner au SDF? Mais quand il sera à terre... Pourquoi vous voulez attendre que le SDF soit à terre pour pouvoir l'aider à que les mauvais qui l'ont amené là-bas soient contraints par les événements à faire leur aggiornamento? Donc commencer à faire le vôtre, et non, retourner au SDF, aider le SDF à remonter. Pour rencontrer les mêmes responsables du délitement, on leur a laissé le champ libre pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et ça donne le SDF qui n'est plus premier parti de l'opposition. L'UNDP vient de détrôner le SDF. Le SDF, aucune région, une seule commune sur 40 à l'ouest, je crois une commune dans le littoral, 2, si je ne me trompe pas, Mombo. Et puis Elum. Sur 32, je pense. 36 oui. Communes du littoral. Une commune à l'ouest. Vous pouvez imaginer, il y a 20 ans, avec tout le royaume que les ressortissants de l'Ouest faisaient dans le SDF. On va pas du repli d'identité, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer... Ils sont tous dans le SDF. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'opposition camerounaise se reconstruise et qu'elle aille en force face au RDPC? On est en train de sortir cette émission, on a un peu plus de 2000 SMS qu'il va falloir essayer de lire. Ça va être très compliqué. Elle n'a pas le choix, l'opposition. C'est s'unir dans une stratégie électorale d'union. Je ne parle pas de faire le parti unique de l'opposition. Non. C'est ça l'essence de la stratégie Kautal. Le mot Kautal est fulbé. Il veut dire union. C'est une stratégie électorale. Laissez Elimbi, ne regardez pas Elimbi. Allez faire l'union. Parce que vous êtes des petits partis. Le SDF est devenu un petit parti. L'UPC est en voie de disparition. Le Manidem est un petit parti. Quel autre petit parti? Le MRC est un petit microscopique. C'est un parti politique à C'est vous qui lui donnez les micros. Il n'a aucune caractéristique différente du POUC. Parti ouvrier unifié du Cameroun. Qui est un parti politique? Il ne va pas aux élections comme le MRC. Il n'a pas d'élu, il n'a pas de maire, il n'a rien. Sauf que lui, il a l'humilité de ne pas bavarder. L'autre passe tout son temps, il est sur tous les plateaux, tous les lundis, tous les mardis. Il y a même une chaîne qui est devenue l'antichambre du MRC. Pour faire avaler aux gens de force la suprématie d'un parti qui n'a ni pied, ni tête, ni queue,
qui est un fantôme. Alors, Abel, on vient de nous rajouter à peu près 15 minutes. C'est la contribution de la haute hiérarchie pour ce programme de ce soir. Je rappelle que c'est votre comeback dans les médias et notamment sur Tout au clair, sur LTM Télévision. Vous êtes le consultant de ce programme et vous le savez, les sujets phares de l'actualité nous intéressent. Nous avons parlé de cette opposition qu'il faut reconstruire. Cette opposition a besoin de s'unifier pour davantage penser les plaies et voir dans quelle configuration cette opposition peut être forte vis-à-vis du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en même temps, on peut penser que le pouvoir en place peut se remettre en question pour donner plus de perspectives à ce Cameroun? Écoutez, si la civilisation occidentale résiste tant et a détrôné la civilisation égyptienne dont nous nous réclamons souvent avec beaucoup de fierté, c'est parce qu'elle était douée en son sein d'une capacité de remise en cause permanente. La suprématie du RDPC a des raisons objectives. Lesquelles? Sa capacité à s'adapter au comportement des adversaires. Il n'y a rien que nous faisons dans l'opposition que le RDPC n'a pas vu d'avance venir. Tout ce que nous faisons dans l'opposition, c'est surtout de ne pas voir ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que le RDPC est un parti implanté. Il est partout. C'est pourquoi il présente les candidats partout. Attendez, le rapport général des élections va sortir. Je pense que comme les régionales sont terminées, vraiment, il faut que le directeur général des élections nous donne le rapport général des élections. On attend ça depuis février. C'est un élément déterminant du débat national. Parce que les chiffres sont là. On va savoir combien de candidats chaque parti avait. L'autre déterminant dans la procédure RDPC, c'est laquelle? Il est donc capable de mettre des candidats partout. Première conséquence, il gagne dans de nombreuses circonscriptions parce qu'il est seul. Ce qui veut dire que notre faiblesse, notre incapacité à mettre des candidats partout. Troisième déterminant, il n'y a pas à l'intérieur du RDPC de concurrence aux élections. Tu as déjà vu 2 listes du RDPC dans une commune? Non, c'est pas possible. Ce qu'on voit, c'est une liste du RDPC. Et en face, une prolifération de listes des partis boiteux. Mais en même temps, il n'y a que, au-delà de cette liste qui est présentée, il y a des frustrations au sein de cette formation politique, même si c'est celle du pouvoir. Ça, c'est la nature humaine. Tu ne vois pas comment, à l'intérieur du parti républicain, il y a les frustrations. Certains disent, comment il s'appelle? Donald Trump. Que reconnaître ta victoire, il dit non. D'autres disent non, on soutient. Après, le yoko-yoko. C'est l'homme qui est comme ça. Mais le RDPC a la capacité, au dernier moment, de mettre l'ordre dans ses rangs. C'est ce qui explique que les gens qui ont eu la prétention d'aller mettre des listes là où le RDPC était ultra majoritaire, croyant qu'ils vont débaucher les gens, ils n'ont débauché personne. Connaître, c'est savoir ce qu'il faut prendre en compte pour élaborer une bonne stratégie pour battre le RDPC. Il nous faut accepter dans l'opposition que nos partis individuellement n'ont pas les moyens. Est-ce que Kabla Libi peut battre le RDPC dans tout le Cameroun? C'est non, quel que soit son orgueil. Est-ce que le SDF peut battre le RDPC partout? C'est non. Le SDF n'est même plus capable de présenter les candidatures dans le Cameroun. Donnons-nous la main. D'accord. Merci. Donnons-nous la main, chers frères. Pour que dans cette unité d'action, dans chaque localité,
où un de nos partis est mieux. Merci beaucoup à vous, Abel Elimbilobé, d'être revenu sur Tout au clair. Je rappelle que c'est votre comeback sur la télévision, et notamment sur la télévision du Monde. Plusieurs SMS. Il sera fastidieux de tout lire ce soir. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, qui nous avez envoyé des SMS. Ce premier SMS, David qui nous écrit depuis le Gabon, le grand, l'abondant, l'ample, le colossal, le considérable, le copieux, l'étendu, le géant, le gigantesque, l'immense, l'important, le vaste, le majeur, le mu, Abel Elimbilobé est de retour. Quel retour triomphal. Merci à vous, Frédéric Moutomé, pour ce cadeau de fin d'année sur la télévision du Monde. C'est David du Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Il sera difficile, Abel, de pouvoir tenir tous ces SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites davantage à M. Abel Elimbilobé que malgré son retour, il doit prôner la paix, et éviter d'aller contre le MRC dans le cadre de ses prises de position sur notre chaîne et sur toutes les autres chaînes où on devra le suivre désormais puisqu'il signe son grand retour. Bonsoir à vous sur le plateau. Bravo Abel Elimbilobé pour ce grand retour. S'il vous plaît, et évitez davantage de crier. Vous êtes encore convalescent. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir, bon retour. Bravo Abel Elimbilobé. Monsieur Maï depuis Marois qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir également à vous, Abel Elimbilobé, s'il vous plaît. Cet autre téléspectateur demande de faire particulièrement attention lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur de votre domicile. Le pays, de son point de vue, est en train de s'effondrer, ce qui n'est pas forcément le cas, mais il estime que vos prises de position n'arrangeront pas ou n'arrangent pas les acteurs de la scène politique. Donc, vous devez redoubler de vigilance pour ce qui est de vos sorties. Merci Sango Abel Elimbilobé, que la grâce du Seigneur vous illumine davantage pour éduquer au mieux les apprentis sorciers. Bonsoir à vous sur le plateau, Abel Elimbilobé. Bravo à vous. Et le téléspectateur va plus loin en disant que vous n'êtes pas mon ami ce soir sur le plateau. Belle émission, bon courage à vous. Merci d'être de retour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Bonsoir à vous sur le plateau. Ravi de revoir Monsieur Abel Elimbilobé. Je me redis à Monsieur Lebel qu'après plus de 40 ans de guerre en Colombie avec les FARC, il a eu un vrai dialogue et un traité de paix, pas les histoires qu'il y a eu à Yaoundé. C'est une réaction. Monsieur Léon Mekoulou nous a écrit: bonsoir à la chaîne du Monde et en particulier au pape de la politique au Cameroun. Si nous reconnaissons que Kamto est le pape du droit, reconnaissons aussi pour Abel Elimbilobé. Donc, je suis un amoureux du football, supporter de l'OM. J'ai abandonné le match pour son grand retour en télévision. Merci à vous, mais surtout prenez le soin de préserver votre sécurité. Bonsoir, le grand plateau de Tout au clair. J'ai une question pour votre invité. Demandez à votre invité s'il a un avocat. C'est Monsieur Titi Yves depuis Konjok dans le Cam de Cameroun. Tous les Camerounais à la fois. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir Abel Elimbilobé. Merci. Le grand retour du prophète et de l'évangélisateur des apprentis sorciers. C'est monsieur Le Makakwa Paulson qui nous envoie son message. N'appelez pas ce numéro de téléphone s'il vous plaît. Je m'appelle David Tachoum de Douala. J'aimerais demander à monsieur Elimbilobé s'il pense qu'on peut entrevoir la réussite d'une nation en la posant sur des bases anthropologiques, puisqu'en instituant le fait que les présidents des conseils régionaux soient des autochtones de la région. C'est une autre réaction. Bonsoir à vous. Sur le plateau, Abel Elimbilobé me dépasse. Il parle au nom de l'opposition ou au nom du parti au pouvoir. Il dit que le PCR n'est pas expérimenté. Monsieur Abel Elimbilobé est-il le détenteur de toute expérience? Appartient-il au RDPC ou toujours à l'opposition? Je pense que monsieur Abel Elimbilobé, vous faites bien de décrier l'état de la société camerounaise, mais également vous devez respecter les positions des uns et des autres dans le cadre de cette émission et de vos différentes autres prises de parole.
vous n'avez pas sorti la Bible ce soir et c'est tout bénéf pour nous. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très heureux de voir ou de revoir M. Abel Limbilobé. Vous m'avez donné envie d'aimer la politique et d'être fier d'être Camerounais. Samuel Dekounou à Yaoundé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Prière de transmettre les vœux de guérison à monsieur le consultant Abel Limbilobé. Dites-lui également qu'il est très pertinent dans sa détermination. C'est monsieur Moïse qui nous envoie son message. Il y en a véritablement des messages ce soir. Il sera difficile de pouvoir continuer à les lire ce soir. Le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Et même la rallonge qui nous a été accordée par la haute hiérarchie de ce programme qui est restée de bout en bout pour nous accompagner. Merci à madame le PDG Marthe Moha Di Congo qui est restée aux côtés des techniciens et à qui nous voulons également dire merci ce soir pour ce spécial dédié à Abel Limbilobé de retour sur la scène politique mais également sur les antennes, davantage, sur tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, merci encore. Merci à Abel Limbilobé d'être revenu. Merci et bonne soirée pour tout le monde. Bonne soirée à tous nos téléspectateurs. On espère vous avoir apporté le meilleur de nous-mêmes ce soir. Prenons langue et rendez-vous aussi peut-être dans le cadre de Tout au clair, lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine. Nous aurons très certainement notre consultant Abel Limbilobé sur le plateau. Bonsoir à toutes et à tous. La salle d'audience, c'est la salle du président du tribunal, où il vient rendre la justice. Mais est-ce que le tribunal, ou du moins le magistrat dans le cas d'espèce, a donné ou a rendu justice en tenant compte de ce que des auxiliaires étaient mis en difficulté dans une affaire en rapport avec cette présomption, ou alors cette affaire qui parlait de tentative de corruption? J'ai dit à M. Moutoumé, le principe fondateur de l'organisation judiciaire, c'est qu'on n'empêche, on n'entrave pas l'exécution d'une décision de justice. Le juge a dit de prendre des bandits et de les ramener au tribunal. Ils sont présumés innocents. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas présumés innocents. Vous parlez de bandits? Oui, les bandits sont ceux qui m'ont agressé sont présumés innocents. Vous ne le savez pas? Ceux qui ont coupé la tête d'Ayafort, mais ils sont présumés innocents. Vous voyez comment il est très dangereux de brasser des concepts qui deviennent, que les gens transforment à dessein en des nébuleuses dans lesquelles on ne se retrouve plus. Je vous vois en train de couper la tête de quelqu'un et le principe c'est que vous êtes présumé innocent. Mes agresseurs sont présumés innocents. Jusqu'à ce qu'on apporte la preuve qu'ils étaient effectivement mes agresseurs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça change? Ça vous autorise à empêcher l'exécution d'une décision de justice. Le juge a dit de prendre des gens qui sont venus devant lui parce qu'ils ont pris indûment de l'argent à quelqu'un pour aller corrompre. Tenter de corrompre. Qu'est-ce que vous appelez tenter de corrompre? Ils avaient pour mission, d'après ce qu'ils ont dit à leurs clients, qu'ils vont corrompre le juge. Mais à la fin, on n'a pas retenu cette infraction dans le peu cas de cette affaire. importe. Le juge est libre de juger. Moi, je n'entrave pas l'action judiciaire. Je réfléchis à partir de ce que j'entends les gens dire. Si ça ne dépendait que de moi, tout le monde aurait dû se taire. Maintenant, pourquoi vous pensez que c'est une politisation du barreau au regard des faits? Vous avez parlé des faits, on parle des faits. Les avocats ont été gazés dans un palais de justice. Non, ils n'ont pas été gazés dans un palais de justice. On a vu toutes les images. On les a empêchés d'empêcher l'exécution d'une décision. Donc on a évité qu'ils fassent obstruction à la justice. Bien sûr, puisqu'ils étaient en train de faire quelque chose qui est manifestement illégal. Mais pourquoi? Entourer les prévenus pour empêcher qu'on ne les ramène. Alors pourquoi vous sortez de ce cas-là pour dire maintenant que c'est une affaire de politique? Alors, ça se politise donc. Pourquoi? Parce que, première chose, on voit des acteurs, des avocats, militants d'un parti qui prennent la tête
Des commentaires tendancieux. Mais ce sont que des commentaires, Abel. Les commentaires sont libres, vous le savez. Non. Voilà, une fois de plus, quelque chose que vous dites qui n'est pas vrai. Les commentaires ne sont pas libres. Les commentaires sont libres. Non. Les faits sont sacrés. Ne prenez pas vos assertions de journalistes pour venir faire la justice avec. Dans l'action judiciaire, vous n'avez pas le droit, c'est l'article 169 du Code pénal. C'est ça qu'on appelle les commentaires tendancieux. Vous venez sur les plateaux de télévision, vous êtes des avocats, vous appartenez à un parti politique. J'ai fait un débat ici avec un supposé petit avocat qui doit tout apprendre. Non, s'il vous plaît. Cet avocat-là... Abel, s'il vous plaît. Mais je n'ai cité personne. Oui, mais il y a des petits avocats. Non, avocats. Il paraît que Jaco, comment il s'appelle, celui qui est devenu ministre en France, il paraît qu'il est un très grand avocat. Donc, quand vous allez chercher les avocats en Europe, pour venir vous défendre au Cameroun, c'est parce que vous croyez qu'ils sont grands. Alors, il y a les grands et les petits. Pourquoi, quand je parle de ça, vous dites non? Laissez les politiques. Ils sont nombreux qui viennent sur les plateaux. Les auditeurs comprendront. Ah ben, allons-y. Ce petit avocat vient sur un plateau. Il s'assume d'abord comme militant d'un parti politique. Il n'arrive pas à ne pas être avocat sur le même plateau. Il n'arrive pas à ne pas être solidaire d'une corporation. Finalement, il est dans un méli-mélo qui fait justement que c'est ce type d'acteur qui politise donc une affaire qui relève du droit commun. Qui relève du droit commun. On voit un parti politique au premier loge de la contestation de l'action des juges ou du juge dans cette matière-là, dans cette affaire. On voit une corporation qui n'avait rien à faire là-dedans. Absolument rien à faire. La corporation et toutes les corporations avec ne défendent pas les voyous. Vous croyez que si vous êtes un architecte et vous dessinez mal un immeuble, vous calculez mal les structures, l'immeuble s'effondre, on veut vous mettre en prison, l'ordre des architectes va se lever pour dire que la solidarité avec quelqu'un qui a mal fait son boulot? Quelle est cette façon de dévoyer les missions essentielles des structures qui doivent concourir à la bonne marche de la société? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que le barreau est venu faire là-dedans? J'aurais été président du barreau, je me serais tué et j'aurais demandé à tous les collègues de cette terre et de laisser la justice faire son travail. Or, c'est le barreau qui est venu proposer les garanties. Vous proposez les garanties parce que vous tenez à ce que vos collègues comparaissent libres. Mais vous n'en avez pas le pouvoir. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas libres. Bon, ils étaient libérés après. Ah, après? Oui. Mais la décision de justice a été appliquée. C'est ça qui est l'essentiel. Parce que le barreau n'est pas un contre-pouvoir. Il faut qu'on sorte de cette espèce de spéculation où chacun se donne les pouvoirs qu'il veut. Le barreau, nulle part dans le monde, n'est un contre-pouvoir. Alors, il est le contre-pouvoir de qui? Quelle est la proposition que vous faites autour de cette querelle aujourd'hui? Vous dites que c'est la grève de la honte. Au-delà de la grève, le barreau reste campé sur sa position. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Deux choses. La première, je demande à tous les avocats de bon sens de ceux de solidarité, de ceux de solidariser de cette affaire. Il y en a 10 qui l'ont fait. D'aller travailler, ils ont bien fait. Ils sont simplement des gens courageux et qui assument leur distance par rapport à une dérive du barreau. Deuxième chose, je suis de ceux qui pensent que dans la dynamique ethno-fasciste de certains de nos compatriotes qui s'inscrivent dans une conquête insidieuse de pouvoir par la caporalisation de toutes les organisations socio-professionnelles. On cherche à caporaliser les syndicats. C'est les mêmes ressortissants d'un même groupe ethnique qui sont à la tête de la quasi-totalité des syndicats. Écoutez, moi je ne suis pas ici pour faire du politiquement correct. Oui, mais en même temps, on va pas rouvrir des querelles. Je n'ouvre aucune querelle, je dis ce qui est. Et que les gens disent sous cap. Vous prenez l'ordre des pharmaciens, les mêmes veulent caporaliser ça. Vous prenez l'ordre des médecins, les mêmes veulent caporaliser ça. Vous prenez l'ordre des architectes, les mêmes veulent caporaliser ça. Vous prenez l'ordre des ingénieurs et patati. Vous proposez donc quoi pour l'ordre des avocats? Il faut régionaliser le barreau. C'est terminé. Ce que nous voyons doit nous prévenir et doit nous amener à restructurer les choses de telle sorte que le barreau devienne un barreau régional. Et non seulement il doit être un barreau régional,
Barreau du littoral, barreau du centre, barreau du sud. Et effectivement, comme les relations existent à travers le monde entre différents barreaux, eh bien les relations existent de coopération, de collaboration existeront entre ces différents barreaux-là. Deuxième chose, dans cette deuxième chose que je viens de dire, deuxième de la deuxième en quelque sorte, quand on aura régionalisé ce barreau, on va faire exactement ce qu'on a fait pour les conseils régionaux. Chaque barreau doit être dirigé par un autochtone de la région. Comme ça, on coupe toutes les velléités de caporalisation ethnique des organisations qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous avez déjà vu le barreau français faire la politique? C'est au Cameroun qu'on a vu des avocats aller se mettre avec M. Maurice Kamto sous le prétexte que c'est leurs collègues. Ça a levé les boucliers, tous les avocats n'étaient pas d'accord. C'est au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Des avocats sur la base d'affiliation ethnique décident d'entraîner le barreau dans des voies, on va faire la grève, on va empêcher. Vous avez empêché quoi? La loi dit que le juge, vous pouvez lui donner toutes les garanties qu'il veut, que vous voulez. Le juge peut estimer que malgré ces garanties, monsieur, prenez-moi ce prévenu-ci, mettez-le en prison. Attendez, attendez, monsieur. Quand vous serez au pouvoir, vous allez écrire une loi où le juge ne doit plus mettre personne en garde à vue. Oui. Vous savez, c'est ça que j'ai dit. L'opposition camerounaise est gangrénée par ces dissidents du régime qui sont venus se donner une santé dans l'activité de l'opposition. Et qui pour cela, et comme il est de mode de faire politiquement correct, brasse un ensemble d'idées nébuleuses, malsaines, fausses. C'est-à-dire des idées... Il y a un nom en français pour dire ça. Bon, ne dites pas ce nom-là. Alors, Abel, on va parler de toute autre chose. À présent, on a compris votre posture. Je rappelle que nous recevons ce soir Abel Elimbi Elobert, le consultant. Il a été agressé il y a pratiquement 3 semaines, un peu plus. Il nous revient ce soir. Les idées spécieuses. Oui, je sais. En apparence vraies, mais fausses dans le fond. On rappelle simplement que il nous a manqué pendant un peu plus de 3 semaines et c'est son combat ce soir, sa première sortie médiatique au lendemain de son agression. Il nous revient tout feu, tout flamme, d'ailleurs peut-être même plus fringant qu'à l'époque, mais ce soir, on parlera également de ces élections régionales qui ont cristallisé les attentions il y a quelques jours encore, des élections régionales. Certains ont estimé, notamment les acteurs de la classe politique, qu'il n'était pas de bon ton d'aller à ces élections régionales parce que les cartes étaient jouées. Vous pensez dans le même sens? Les cartes étaient jouées, bien sûr. Elles étaient jouées parce que c'est une élection, ou bien ce sont des élections qui dépendent des élections municipales. Vu comme ça, ceux qui ont dit qu'ils n'y vont pas, parce qu'ils ont eu de mauvaises élections municipales, ont raison. Ils sont simplement honnêtes envers eux-mêmes. Quand vous n'avez pas de conseil, un parti politique qui a 12, 18 conseillers, 19 conseillers municipaux dans le Vouri, comme le PCRM, vous avez 19 conseillers municipaux dans le Vouri. Le Vouri a 270 conseillers municipaux. Le RDPC a 218, majorité absolue. Les conseillers municipaux, si vous les respectez, vous savez que ce sont des cadres du parti. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils sont l'émanation de la lutte du parti. Ils sont l'expression des victoires. Ils incarnent les victoires du parti. L'idée que vous allez sortir du chez vous avec 19 conseillers municipaux pour aller prétendre que si vous faites la campagne, vous parlez aux conseillers du RDPC, ils vont vous voter. C'est une idée qui peut être fausse, mais qui peut également avoir ses incidences sur le terrain. On a vu cela dans le département du Nord. C'est pourquoi ils se plaignent alors maintenant, comme ça leur idée là a marché. C'est ça, les comportements fallacieux. C'est une idée spécieuse.
Vous croyez que vous allez parler aux conseillers municipaux du RDPC? Et vous ne croyez pas que les conseillers, les candidats du RDPC, eux, ils vont parler à vos conseillers municipaux et vont les détourner. Vous estimez que vos conseillers municipaux sont doués de l'intégrité morale et de la fidélité, mais pas ceux du RDPC. Quelles sont ces postures péremptoires? Et le RDPC, ce n'est pas un parti. Comme nous avons pris l'habitude de qualifier le RDPC de ne pas être un parti, on a fini par croire que, en réalité, il n'y a pas de militants. C'est faux. Le RDPC a des militants. Plus ils durent au pouvoir, plus tous ceux qui étaient entrés là-dedans à des fins opportunistes se sont convertis d'ailleurs en véritables militants. Toute modestie gardée par ailleurs, ceux qui prétendent avec 19 conseillers municipaux qui vont aller choper les conseillers municipaux du RDPC, ils ont vu le contraire. C'est ce qui fait échouer le PCRN. On a le PCRN, on a le PUS, on a l'UPC. Tous. Vous voyez donc l'UPC qui n'était pas aux élections législatives et municipales, mais qui prétend venir. Mais il y a eu 18 personnes qui ont voté. Oui, peu importe. Peu importe. Qu'ils aient eu 18 personnes, quel est le message tout particulier que cela a? Cela ne les a pas rapprochés d'une victoire. Oui, mais cela a plutôt compliqué la posture du PCRN. L'UPC n'était pas venu là pour gagner. L'UPC est venu là pour troubler la fête du PCRN. C'est ce que l'UPC est venu faire dans le Nyong Ekele. Comme quoi, je vous dis qu'il y a des mauvais partis de l'opposition. Vous dites que je suis très dur. Non, vous êtes assez dur, Ram. Mais c'est vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas avoir des propos aussi durs. Vous voyez donc les comportements des acteurs politiques. Vous voyez donc comment ils sont si ennemis les uns des autres. Et ils prétendent demander que je ne sois pas capable de dire qu'ils sont mauvais. Et qu'on fasse une solidarité de façade. Mais l'UPC est parti aux élections dans le Nyong Ekele pour déranger le PCRN. C'est de ça qu'il est question et c'est ça qui est vrai. Et il a accompli sa mission. L'objectif de l'UPC, c'était de réduire autant faire se peut la capacité du PCRN qui était à un doigt de gagner les sièges du Nyong Ekele. Parce que le Nyong Ekele, si ma mémoire ne me trompe pas, à 250 conseillers municipaux, le PCRN en avait 125. Donc quasiment 50%. Donc, on pouvait s'attendre à une répartition proportionnelle, selon la règle du plus fort reste. Et le PCRN allait avoir des conseillers. Sauf qu'aujourd'hui, le PCRN n'a rien du tout. Parce que lui-même est un parti d'inexpérimenté, et ça doit leur apprendre que il y a un proverbe rwandais qui dit que tu as beau te lever très tôt le matin, tu trouves que la route t'a précédé. Le fait que les gens vous ont précédé dans cette lutte que vous voulez, où vous venez avec les tambours et les trompettes, chacun tape la poitrine, boum boum, il entend la résonance de ces bruits dans son propre ventre. Et il croit que c'est un micro qui parle. Chacun s'auréole de tous les titres. La vérité vous rattrape sur le terrain. D'où vient-il que vous êtes un parti politique, vous allez aux élections et vous êtes incapable de coacher vos cadres pour qu'ils votent pour l'intérêt de votre parti. Vous acceptez que M. Grégoire Owona, qui n'est pas candidat dans le Nyong Ekele, qui vient dans le Nyong Ekele, entre guillemets, pour faire campagne, et il vient par vous accepter qu'il parle à vos candidats, à vos conseillers municipaux. Et vous venez être fiers devant les plateaux TV. Oh, nous on a accepté que M. Grégoire parle. Vous avez alors accepté. C'est la preuve de la démocratie. C'est la preuve de la bêtise, de l'absence de cohérence dans la stratégie. Monsieur, on a donc parlé à vos conseillers et ils ont voté RDPC. Voilà la conséquence. Donc, la leçon parce que M. Owona, la leçon à tirer, c'est quoi? Parce que M. Owona, c'est l'inexpérience, c'est l'absence de culture de l'humilité.
Vous croyez que vous êtes à la recherche des innovations. Vous êtes à la recherche du politiquement spectaculaire. Vous êtes à la recherche de tout ce qui donne l'impression que vous êtes un monde nouveau. Voilà les conséquences. Monsieur Grégoire n'en est pas n'importe qui. C'est un vieux ministre. C'est le secrétaire général adjoint du comité central. Vous laissez que le secrétaire général adjoint de votre parti adversaire vienne parler à vos militants. Vous avez vu ça où? Aujourd'hui, On a donc voulu inventer la roue, où le fil a coupé le beurre. Eh bien, on n'a rien inventé du tout. D'accord, alors, sauf qu'aujourd'hui, monsieur, on a fait du bon travail, je le félicite d'ailleurs pour on ça. a aujourd'hui ces conseils régionaux qui sont mis en place. Les résultats sont progressivement... Oui, mardi, dans 2 mardis. Avant d'arriver à cette session de plein droit, à raison de ce que prévoit la loi, le RDPC est le grand vainqueur pratiquement. Mais ça, c'était connu. L'UDC fait un peu être trouble-fête. Mais ça, c'était connu. Mais aussi l'UNDP qui... Mais ça aussi, c'était connu. Pratiquement Adamawa. Je vous ai dit que les élections sénatoriales et les élections régionales, c'est les conseillers municipaux qui votent. Donc, logiquement, et tout simplement de façon intelligente, vous ne pouvez présenter des candidatures que là où vous avez le plus grand nombre de conseillers par rapport à tous vos adversaires. Donc on prend la posture du SDF qui a choisi de ne pas y aller. Sauf que le SDF ne dit pas aux gens, j'ai fait de très mauvaises élections municipales, je n'irai pas au régional. S'il disait comme ça, il allait être sincère. Au lieu de dire aux gens... Il a demandé le changement de la constitution du code électoral, voilà mais donc, également la résolution de la crise dans le Nord-Ouest. Voilà donc le type d'argument spécieux. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Argument spécieux. En apparence, oui, il y a la guerre au Nozo. Et alors, quand vous allez aux élections municipales, vous ne saviez pas qu'il y avait la guerre au Nozo. Vous êtes parti aux élections municipales quand il y avait la guerre. Et vous avez perdu vos communes. Vous avez perdu vos communes. Et le RDPC a amélioré sa prégnance sur le terrain. Là où vous dites qu'il y a la guerre maintenant. Vous voyez ce type de contradiction que les organisations politiques viennent nous servir. Mais de ces contradictions... Et ça ne fait que les desservir. Aujourd'hui, on a ces conseils régionaux. La session de plein droit va se tenir. Déjà, la querelle est ouverte autour des personnes qui vont constituer davantage la tête de proue de ces organisations qui visent davantage à implémenter la décentralisation. Tous ceux qui font, devrait-on y croire déjà? Tous ceux qui font des querelles sont des mauvais hommes politiques qui utilisent vos micros pour exister. Ils n'ont rien à faire, ils ne sont pas capables de développer des stratégies cohérentes. Et bien, tout se joue maintenant sur les plateaux de télévision. Vous voyez quelqu'un qui est maire adjoint, on le tape aux élections, on le chasse du conseil municipal, il lui reste les plateaux pour venir parler du budget. Quand même, vous aussi. C'est des mauvais hommes politiques. Tout le monde sait. Que le président du conseil régional doit être un autochtone de la région. Querelle de quoi? Ça se jouera entre les autochtones. Ça fait également la querelle entre les autochtones. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la nature humaine. Plusieurs d'entre eux pourront chercher à être candidats. Deuxième chose, tout le monde sait que le parti qui emporte a le droit de décider de qui lui il propose pour être là. C'est l'investiture. Ça ne lie pas les conseillers dans leur vote. Mais ça relève des pratiques politiques habituelles. Quand on est dans l'opposition, un coup on fait des choses, un coup on dit que ces choses qu'on fait des choses. Même le SDF, quel est le parti de l'opposition qui aurait gagné le plus grand nombre de conseillers dans une région et n'aurait pas fait une investiture? Aurait dit non, moi je n'investis personne, allez vous battre comme ça, débrouillez-vous, déchirez-vous. L'essence d'un parti politique, c'est d'avoir une cohésion. C'est d'avoir une vue à long terme. C'est cette vue à long terme qui amène
les dirigeants du parti a estimé que pour le conseil régional du littoral, nous préférons Moutomé à tous les autres. Mais le jour de la session de plein droit, les autres ont le droit d'être candidats. Ok. Mais est-ce que les nouveaux conseils régionaux vont aujourd'hui être les véritables vecteurs de cette décentralisation qui est mise dans la Constitution depuis 1996 et qui aujourd'hui a du mal à être implémentée sur le terrain? La Constitution, dans son préambule depuis 1996, dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. Mais vous voyez la bataille, entre autres, que je mène pour mettre du contenu dans cette formulation. Il en est de même de la décentralisation. Il nous appartient, nous qui croyons que c'est la bonne voie, l'État unitaire. Il est hors de question de rentrer en arrière. Il n'y a aucun État au monde qui était un royaume, qui est devenu une république, qui redevient un royaume, qui après-demain va redevenir ceci ou cela. Un État a un impératif de stabilité, y compris dans ses fondements. Comme nous étions une fédération, nous sommes devenus un État unitaire. Nous devons tous, comme un seul homme, aspirer à aller de l'avant, à améliorer l'État unitaire. Et l'une de ces améliorations, c'est la décentralisation. Et dans la décentralisation, quelque chose de nouveau, de pertinent, c'est l'introduction du commandement traditionnel dans la gestion des affaires publiques. Qu'est-ce que ça va changer, Abel? Ça va changer. Ils ont toujours été ces acteurs du commandement traditionnel, mais rien concrètement de palpable n'était visible sur le terrain. Ils ne géraient rien du tout. Mais ils géraient déjà le village. Vous avez posé une bonne question. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Aucun chef traditionnel n'a jamais été en charge de la construction des écoles dans son village. Nous avons eu une république avec juxtaposition. Le commandement traditionnel a toujours existé. Il est hérité de la période qui a précédé l'arrivée de la République. Et nous avons eu l'idée de ne pas détruire le commandement traditionnel, puisque au commencement était ce commandement traditionnel. Mais on ne l'avait pas encore associé à la conduite des affaires publiques. On les appelait, et vous le savez, les auxiliaires d'administration. Ah, dans le bon vieux temps, ils étaient chargés de collecter un peu l'impôt, et puis de faire du renseignement, et puis de veiller à l'application des décisions du gouvernement. Aujourd'hui, ils participent à la gouvernance locale. Je vous rappelle que l'un de mes combats, c'est donc de continuer à mettre du contenu dans cette décentralisation, maintenant que le président, depuis 1996, avait déjà dit que les présidents des conseils régionaux seront les autochtones. Il était en train de mettre du contenu dans le principe constitutionnel de la préservation des droits des populations autochtones. Cela veut dire que ce sont les autochtones d'une région qui seront responsables de ce que leur région sera. Moralité, c'est plus la peine de venir nous dire que c'est nous qui construisons Douala. Allez construire vos régions. Mais en même temps, on sait que les autochtones très souvent ne sont pas les acteurs même du Tant développement. pis pour eux. Et la compétition est ouverte. Ceux qui se sont autoproclamés dépositaires de l'ingéniosité, de la, comment on appelle ça, du dynamisme, et qui vous disent que c'est grâce à nous que Douala est ceci, grâce à nous que Douala est cela, qu'ils aillent maintenant construire leur région. On a dit que le président du conseil régional était un autochtone. Oui, mais il ne suffit pas d'être président Bon, du conseil alors, régional deuxième chose très importante. Pour venir à Deuxième chose très importante. Ce président du conseil régional, là, il peut être un chef. Hein. Il peut être un chef traditionnel. Hein. La loi n'a pas dit que les chefs traditionnels qui viennent là, viennent faire de la figuration. Ils sont conseillers régionaux, point barre. Une fois, ils sont venus dans des collèges différents, mais dès qu'ils entrent, mardi du 22 là, ils ne seront plus conseillers régionaux commandement traditionnel. À l'intérieur du conseil, il n'y a pas de loge. Il n'y a pas de loge. N'allez pas là-bas vous asseoir côté commandement traditionnel, côté parti politique. Faux.
Vous êtes des conseillers régionaux à part égale. Et donc, les membres du commandement traditionnel ont le droit de postuler au poste de président. Si donc un membre du commandement traditionnel, parce que contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de chefs traditionnels dans notre pays sont éminemment instruits. Hein? Beaucoup de chefs traditionnels sont des fonctionnaires, parfois internationaux, des gens qui sont issus de la haute administration, qui ont donc toutes les compétences pour être en charge je ne vois pas toujours ce qui va changer. Davantage, je vois la naissance des querelles avec la mise en place de ces régions. Laissez-je finir de vous faire pénétrer dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est que si votre région bat de l'aile demain, ne venez plus dire que les bêtises sont au pouvoir. Hein, c'est à cause des bêtises. C'est à cause des bêtises que c'est terminé. C'est terminé. Oui. C'est terminé. Vous êtes en charge du développement de votre région. Vous, les Autochtones. Vous êtes en charge du développement de votre région. Vous, les Autochtones, y compris les Autochtones chefs traditionnels, occupez-vous. L'agression n'empêchera jamais l'Imbilobé de rester l'homme libre qu'il est. Il restera toujours libre de porter critique aux choix politiques du MRC et de ses responsables. La démocratie, c'est aussi le respect des opinions des uns et des autres. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.